Pardon, on va juste lancer un enregistrement du Oui, webinaire parce que comme vous le voyez, nous sommes peu nombreux pourtant ce webinaire qui est très intéressant. Et puis comme à chaque fois qu'on fait des webinaires, de toute manière, pour que ça profite à toutes les personnes qui n'ont pas pu se connecter ou qui n'ont pas encore pris en compte l'importance du sujet. Et donc voilà, donc si vous ne voulez pas apparaître, vous pouvez couper votre caméra. Merci. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire sur comment mesurer l'empreinte carbone de mes menus, donc, qui est organisé dans le cadre des journées du réseau Nos Cantines Durables, donc, qui est la mission qui accompagne la restauration collective à l'échelle du projet alimentaire territorial de la métropole Aix-Marseille-Provence et du PETR du Pays d'Arles. Donc c'est une thématique qui est un peu nouvelle parce que on a un financement pardon, de l'ADEME pour un projet sur 3 ans pour accompagner notamment tout ce qui va être thématique sur la transition écologique en restauration collective. Voilà, donc c'est plutôt un webinaire d'introduction à la question et de présentation de certains outils. Donc on aura on a du temps prévu pour poser les questions. Voilà, n'hésitez pas à ces moments-là. Donc on n'est pas très nombreux, mais donc comme disons vous l'a dit, si ça vous dérange pas, on va enregistrer le webinaire et vous pouvez couper votre caméra bien sûr. Vous pouvez poser vos questions au cours du webinaire dans le chat. Et puis je pense qu'on pourra aussi prendre des questions à main levée puisqu'on n'est pas nombreux. Et veillez à bien couper votre micro peut-être pendant les présentations pour pas interférer. Merci. Donc, le déroulé du webinaire, je vais vous refaire une courte introduction peut-être sur la mission Nos Cantines Durables et sur l'offre de services qu'on peut proposer à destination des communes. Ensuite, je ferai une introduction un peu générale sur ce que c'est que l'empreinte carbone, à quoi ça correspond, et puis à quoi ça correspond en matière d'alimentation. On aura ensuite une présentation de l'outil Climat Cantine qui a été conçu par le bureau d'études Éco2 Initiative, donc avec Carla Salic et Paolo Ruffa, qui interviendront. Et ensuite, moi, je reviendrai sur la méthode QuantiGES, qui est un outil pareil de mesure qui a été développé par l'ADEME. Donc, on pourra échanger plus en profondeur sur ces deux méthodes. Et à la suite de ça, je vous présenterai quelques autres outils qui existent déjà. Voilà, on pourra échanger à ce sujet. Euh, et on prendra peut-être un temps à la fin pour voilà, conclure sur toutes ces notions d'empreinte carbone, comment s'en saisir et vous, si vous avez des projets, des envies, voilà, d'en discuter. Donc tout d'abord sur la mission Nos Cantines Durables. Donc nous sommes 3 au sein du projet alimentaire territorial à vous accompagner sur tout ce qui est restauration collective, donc via différentes offres, de l'accompagnement collectif, de l'accompagnement individuel et aussi de la coordination d'expérimentation, de mutualisation, que ce soit d'achat de denrées ou bien de matériel. Ça a pu être fait par le passé et c'est aussi des projets qu'on va redévelopper. L'offre de services en détail, c'est un peu perturbant parce que je ne vous vois pas du tout. Est-ce que vous pouvez juste me dire si vous m'entendez Oui, bien? oui, Ok, on parce que t'entend, tout je va ne vous vois bien. plus du tout. On vous entend très bien. Super, merci. Donc sur l'offre de services, donc comme je vous disais, il y a à la fois de l'accompagnement collectif à travers toutes ces journées du réseau, comme aujourd'hui, mais il y a plein d'autres thématiques qui sont abordées sur de l'approvisionnement, le gaspillage alimentaire. Voilà, il y a un petit programme que je vous enverrai à la suite du webinaire pour voir les autres formations par lesquelles vous pourrez être intéressé. Tout ce qui est mutualisation d'achat, pareil comme je le disais, avec des projets d'achat de denrées ou bien de matériel. Euh, on a aussi de l'accompagnement individuel qui va être via l'appel à projet Nos Cantines Durables. Donc là, c'est un appel à projet permanent auquel les communes peuvent répondre et bénéficier d'un accompagnement spécialisé sur des thématiques qui leur sont propres. Donc ça peut être du sourcing, de l'aménagement. On a eu aussi des questions sur la réorganisation RH des équipes. Voilà, donc tout plein de sujets. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à revenir vers nous à ce sujet. Et on travaille aussi beaucoup sur la sensibilisation à tous les enjeux autour de l'alimentation durable, que ce soit auprès des scolaires, mais également auprès des étudiants, auprès des convives de la restauration
d'entreprise. Voilà. Donc, on a développé beaucoup d'outils autour de la sensibilisation pour les petits et les plus grands. Sur toutes les ressources qui sont à votre disposition, pareil, je vous renverrai un lien pour y accéder. On a beaucoup de supports de sensibilisation, de supports pédagogiques qui peuvent être mis à votre disposition. Donc, à la fois de supports... Anna, pardon, je te coupe. Oui, Je peux pas faire rentrer les gens qui sont dans la salle d'attente. d'accord. Désolée. Pas de souci. Est-ce qu'il revient? Hop. Et je te dis du coup s'il y en a qui arrivent. Ouais, je veux Si jamais. bien. Merci. Je sais pas pourquoi tout à l'heure j'ai fait un test et ça marchait bien. Hop, et du coup, ça recommence depuis le début, pardon. Voilà, donc plein d'outils qui sont à votre disposition sur différentes thématiques. Et là, plus récemment, on a organisé 2 ateliers sur la rédaction des menus, comment donner envie aux enfants à travers les menus, comment communiquer. Et du coup, on vous propose à disposition des trames de menus. Donc, il y en a 4, une par saison, que vous pouvez télécharger et utiliser. Voilà, donc les formats sont à disposition Word ou Canva. Et après, vous pouvez les remplir avec vos menus à vous. Donc voilà pour un peu toute l'offre de services. On pourra y revenir peut-être à la fin si vous avez des questions aussi plus générales sur ce sujet. Donc un petit temps d'introduction sur qu'est-ce que c'est l'empreinte carbone et pourquoi on en parle autant. Donc un premier point de contexte, en fait, en signant les accords de Paris en 2015, donc à la COP 21, il y a tout un tas de pays, y compris la France, qui se sont engagés à mettre en œuvre des mesures afin de limiter le réchauffement climatique. Donc l'objectif, c'était de le limiter à plus 1,5 degré. A priori, ce ne sera pas possible. Donc le deuxième engagement qui était, c'était vraiment de le limiter au maximum 2 degrés, enfin plus de degrés, et d'atteindre le plus rapidement possible la neutralité carbone, c'est-à-dire en fait que l'ensemble toutes les émissions de gaz à effet de serre soient compensées par des actions qui visent à diminuer l'impact carbone de nos actions, créer des puits de carbone, voilà, replanter des forêts en gros. Voilà, et de travailler vraiment, de s'emparer de cette question de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre et travailler ensemble, donc à l'échelle internationale et aussi nationale, sur cette question-là. Comment ça s'est traduit en France? Il y a eu plusieurs lois et stratégies nationales. Donc d'abord une stratégie nationale bas carbone qui a fait suite aux accords de Paris. Un plan climat qui a été voté en 2017 et plus récemment la loi AGEC qui revient aussi sur des objectifs de transition écologique avec un objectif global qui est de diviser les émissions carbone par 4. En fait, tout ça pour arriver à horizon 2050 à une neutralité carbone. Donc l'ADEME, qui est l'Agence de la transition écologique, a travaillé sur 4 scénarios qui permettraient en théorie de pouvoir atteindre ces objectifs. Et c'est des scénarios qui ont des trajectoires très très différentes qui vont en fait pour le scénario 1, en fait ce serait on arrête complètement d'utiliser l'industrie, on passe à des énergies complètement vertes, voilà, jusqu'à un pari réparateur qui est en scénario 4 et là qui serait on continue comme si de rien n'était et on espère que d'ici 2050 ou à horizon plus lointaine, on arrive à trouver des solutions qui nous permettent de réparer en gros nos erreurs. Donc l'idée, c'était de montrer qu'il y a une multitude de solutions qui peuvent être mises en place. Il n'y a pas un scénario parfait, mais voilà, qu'on peut piocher dans différents scénarios et réfléchir en fait à ces différentes solutions pour mettre en place un plan d'action cohérent. Donc ça, c'était un peu général. Et donc l'empreinte carbone, elle correspond en fait à tous les gaz à effet de serre qui vont être nécessaires à la production d'un bien ou d'un service. Et on utilise pour pouvoir faire des comparaisons une unité commune qui est le CO2 équivalent. Donc le CO2, c'est un gaz à effet de serre. Et l'idée, c'est de comparer tous les autres gaz qui sont produits et de le ramener en unité CO2. Ils n'ont pas tous le même pouvoir polluant pour pouvoir faire comparer globalement que ce soit la production d'une voiture avec
un menu à la cantine. Et donc, si on s'intéresse à un objet, on va prendre en compte à la fois toutes les étapes de la production et de la construction de cet objet, toutes les étapes qui vont être liées à son utilisation et les étapes liées à sa fin de vie. Donc, si on prend l'exemple, par exemple, d'une voiture, ça va être de prendre en compte tout l'acheminement de matériel, la construction de la voiture. L'utilisation, ça va être le fait qu'elle va rouler tant de kilomètres, utiliser de l'essence, être réparée. Et en fin de vie, une fois qu'on ne s'en servira plus, comment les matériaux sont soit retraités, revalorisés ou détruits. Voilà, j'avais fait des questions, mais pareil, je ne sais pas. Alors, attendez une seconde. Oh, mais pourquoi je n'ai pas le... Je suis désolée, j'avais préparé des questions. Bon. À votre avis, je pense qu'il y a des gens qui savent dans la salle, est-ce que vous connaissez l'empreinte carbone moyenne d'un Français par année? En fait, je ne vous vois pas, donc. Je dirais 7. Enfin, 7 tonnes équivalent CO2. Ouais, c'est un peu plus. En fait, on estime entre 9 et 10 tonnes. Est-ce que, quand je suis comme ça, est-ce que vous voyez aussi mon petit écran avec vous? Non, on voit juste voyez la mosaïque. Non, juste les personnes. Non, là, on te voit juste là, ouais. Oh là là, j'avais tout préparé. Mince, Bon, je me tant suis pis. absentée. Non, mais c'est que j'arrive pas Comme je vous vois pas, je peux pas interagir. Bon, c'est pas grave. Je vais relancer le... Donc, on estime, entre 9 et 10 tonnes en moyenne, en fait, de l'empreinte carbone d'un Français par an. Et pour... Là, c'est revenu sur la présentation? Oui. Oui, c'est bon. Oui. Ok, super. Et pour respecter en fait ce qu'on s'est dit sur la neutralité carbone, diminuer nos émissions de gaz à effet de serre par 4, est-ce que vous savez l'engagement combien de tonnes on devrait, à combien de tonnes on devrait descendre? Doit être à 2 tonnes. Même Oui, pas, je c'est crois. ça. Attends, c'était 2. Mais je crois que c'est difficilement, en tout cas, actuellement, si on ne fait rien, c'est vrai qu'on se dit que de passer de 10 à 2, c'est quand même, Ouais. c'est quand même important. Ouais. Et il faut se dire que, en fait, donc effectivement, c'est 2 tonnes par personne par an. Il faut se dire qu'en fait, dans le monde dans lequel on vit et le fonctionnement des sociétés actuelles, c'est un chiffre un peu... on peut s'en inspirer, mais c'est normal qu'on n'arrive pas forcément à tomber à 2. En fait, on dépend aussi de tout un système, tout ce qui est transport en commun, tout ce qui est nos consommations d'électricité, de gaz, d'eau. Il y a toute une part, on va dire, qui ne dépend pas que de nous. Donc nous, on peut évidemment porter des actions à l'échelle individuelle ou à l'échelle de ce qu'on peut faire en travaillant par exemple sur les menus en restauration collective. Mais voilà, il y a une part de changement qui ne nous impute pas forcément. Donc si on se donne quand même comme objectif de... Comment ? Ça fixe un cap surtout. Voilà, ça permet de fixer un cap et d'essayer de s'en rapprocher et de toute façon, travailler sur son empreinte, c'est déjà super. Donc, si on s'intéresse maintenant à l'alimentation, est-ce que vous savez notre alimentation en moyenne, combien elle pèse en équivalent CO2, une alimentation moyenne? En fait, on est déjà à 2 en équivalent. Donc, ça mangerait tous nos juste droits. manger, pas se déplacer, pas voyager, pas se vêtir, pas se chauffer, juste manger. Vous pouvez juste manger. Donc voilà, l'idée, c'est de se dire, vu qu'on est déjà à 2 tonnes équivalent CO2 sur l'alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cet impact environnemental? En fait, l'empreinte carbone, c'est avant tout une traduction de l'empreinte environnementale de notre alimentation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, notamment en restauration collective, pour diminuer cet impact?
Alors, à votre avis, du coup, dans l'empreinte carbone d'un aliment, est-ce qu'on prend en compte, je vais vous le faire à l'oral, puisque je ne peux plus vous afficher, est-ce qu'on prend en compte toute la phase de production, donc production agricole, les étapes plutôt de transformation du produit, donc par exemple pour passer du lait à un yaourt emballé, ou tout ce qui va être traitement des déchets, par exemple recyclage du pot de yaourt. Tout, même création du pot de yaourt. Et création. Ouais, on prend tout, vous avez bien écouté. Ouais, effectivement, en fait, on s'intéresse vraiment à l'ensemble des étapes qui vont accompagner. En fait, on parle aussi parfois d'analyse de cycle de vie. C'est vraiment de la création, de l'imagination du produit jusqu'à sa disparition. Donc, si c'est recyclage de ce pot de yaourt, voilà. Donc, c'est important de prendre en compte bien toutes ces étapes pour comparer en fait les choses entre elles. Donc, si on s'intéresse à différents types de produits animaux, on parle souvent de la viande rouge, de la viande de bœuf, qui pèse à un poids environnemental et un impact carbone beaucoup plus élevé que déjà l'ensemble des autres viandes. Donc là, on voit sur les deux premières images, les deux premiers logos, donc du bœuf importé d'abord ou du bœuf local. C'est quand même deux productions, deux aliments qui ont des impacts carbone très élevés. Donc c'est pour ça que souvent on dit il faut diminuer les achats de bœuf ou de viande rouge, diminuer ses apports en viande rouge pour aussi diminuer son empreinte carbone. On voit que par exemple c'est déjà beaucoup plus élevé que le porc ou le poulet. Donc il y a à la fois tout ce qui est mode de production et puis il va y avoir aussi des questions de saisonnalité. Donc en dessous, je vous ai entouré les deux tomates. Donc il y a une tomate de saison tout à droite et une tomate hors saison. En fait, une tomate hors saison, elle va forcément pousser en France sous serre. Donc la serre doit être chauffée. Donc c'est aussi toute la pollution et les émissions de gaz à effet de serre liées à cette production sous serre qui vont être comptabilisées. Donc c'est pour ça qu'on parle à la fois de végétaliser les assiettes, mais aussi de consommer de saison, de consommer local aussi, voilà. Donc prochaine question, à votre avis, qu'est-ce qui pèse le plus dans l'empreinte carbone des aliments? Est-ce que c'est la manière dont ils sont produits, tout ce qui est production agricole, la manière dont ils sont transportés, enfin s'ils viennent de loin, s'ils viennent de près, ou bien tout ce qui est comment ils sont cuisinés, s'ils sont cuits, crus, si on... La production. Oui, Vraiment tout agricole. à fait. Ouais. En fait, en moyenne, donc là, c'est ce qu'on voit à gauche. En moyenne, la production agricole, elle représente 67% du poids, enfin de l'impact carbone des aliments. Le transport, c'est que 13% en moyenne. Et haute, ça va être toutes les étapes de transformation et de cuisine dont on a parlé. Donc, c'est vraiment le mode de production agricole qui va primer. Et c'est particulièrement vrai pour tout ce qui est élevage, encore une fois. Et donc, c'est pour ça qu'on peut aussi encourager, pour diminuer l'empreinte environnementale des produits qu'on consomme et de nos alimentations, de consommer des produits dont les modes de production sont plus respectueux de l'environnement. Donc, typiquement, en consommant des produits biologiques, issus de l'agriculture biologique, on a un cahier des charges qui certifie que que l'impact environnemental est moindre. Voilà, donc c'est aussi en choisissant des produits de ce type, des produits labellisés avec des critères environnementaux, qu'on peut faire diminuer notre empreinte carbone. Pour ce qui est du transport, en fait, c'est quand même non négligeable, en particulier là, on le voit un petit peu pour la pomme. En fait, l'empreinte environnementale liée au mode de production, il va être moindre. Je pense que là, le cercle est plus petit, c'est quand même à prendre en compte. Mais c'est vraiment pour l'élevage que la différence va être la plus majeure. Et le transport va peser par exemple beaucoup plus fort pour des produits exotiques comme la mangue. Donc il y a aussi cette question de s'approvisionner en produits plus locaux pour éviter justement l'import de produits qui viennent de loin, qu'on ne peut pas produire en France notamment. Et donc, dans les menus, il y a toujours un peu les mêmes chiffres qui reviennent, de se dire qu'un repas végétarien, ça équivaut à 14 repas avec de la viande, ou en tout cas avec du bœuf.
Donc, c'est aussi des pistes voilà, qui sont dans les stratégies nationales, de se dire d'encourager la revégétalisation des assiettes, de valoriser des protéines végétales plutôt que des protéines animales. Donc, l'idée, c'est pas non plus de faire des cantines végétariennes complètement, mais voilà, d'alterner et de se baser sur toutes les options qu'on a à disposition pour diminuer l'impact environnemental de nos assiettes. Et c'est d'ailleurs, les différents leviers qui sont soulignés pour réduire l'empreinte carbone de notre alimentation, donc, notamment par l'ADEME, donc en valorisant des régimes alimentaires sobres en carbone, en introduisant des produits alimentaires à forte valeur environnementale, donc ce qu'on a dit sur valoriser de l'élevage extensif, de l'élevage bio plutôt que de l'élevage intensif. Et puis en travaillant sur plutôt en fin de chaîne tout ce qui est perte et gaspillage, voilà, de pas faire plein d'efforts sur la composition des menus pour ensuite exploser notre empreinte carbone à cause du traitement des biodéchets. Donc, globalement, pourquoi on calcule son empreinte carbone et pourquoi on pourrait calculer l'empreinte carbone des menus? Ça peut nous servir déjà à quantifier l'impact de toutes les actions qui sont mises en œuvre et d'avoir derrière des arguments chiffrés à mettre en avant et à communiquer auprès des convives, des parents, des élus. Voilà, ça permet d'avoir un ancrage aussi un peu chiffré sur cette thématique-là. En travaillant sur l'empreinte carbone, ça permet aussi d'identifier des pistes d'action, de se dire, bon, moi, mon poids carbone sur tel menu ou telle semaine, je vois qu'il a explosé. D'identifier quels sont les produits, est-ce qu'ils sont remplaçables, est-ce que je peux trouver une alternative à plus faible impact environnemental. Réduire l'impact carbone, ça permet aussi d'identifier des pistes de réduction des coûts, de se dire, voilà, mon impact carbone, il est énorme parce que je sers de la viande rouge 4 fois par semaine, mais est-ce qu'en réduisant cet impact carbone, en servant moins de viande rouge, je peux trouver aussi des alternatives moins chères? Et ça, c'est particulièrement vrai aussi pour le gaspillage, en fait, en réduisant, parce que le traitement des biodéchets, ça a aussi un poids environnemental. En réduisant mon gaspillage, je fais des économies financières et je réduis l'impact carbone. Et de manière plus générale, ça permet de s'ancrer également dans ce dont je vous parlais au tout début de la présentation, les stratégies nationales de réduction globale de l'empreinte carbone pour maintenir notre objectif de au maximum plus de degrés. Je me demandais si vous aviez d'autres envies, d'autres objectifs liés à la mesure de l'empreinte carbone. Pareil, vous deviez pouvoir répondre directement. Je ne sais pas si vous voulez répondre soit à haute voix, soit dans le chat. Peut-être à l'oral, si vous avez... Ouais. Moi, je dirais qu'il y a aussi favoriser les changements de comportement, au-delà de ce qui se passe en restauration collective, de réussir à quantifier les choses et de faire d'œuvrer vers de la prise de conscience aussi, au-delà de seulement ce qui se passe à la cantine, quoi. Ouais. Oui, parce que les enfants sont prescripteurs auprès de leurs parents d'une certaine manière, donc ça peut faire, par ricochet, faire évoluer les choses. Du coup, on va passer aux présentations des différents outils. Je vais laisser la main à Carla. Hop, si j'arrête le partage. Je vous vois enfin. Hop, donc je prends la main et puis je vais commencer par me présenter. Donc moi, c'est Carla Salik, je travaille pour le bureau d'études Éco2 Initiative, comme l'a dit Anna en début de présentation. Et donc aujourd'hui, je suis venue avec Paolo Ruffa, que je laisserai se présenter juste après, pour vous présenter l'outil Climat Cantine et en particulier l'outil plan de menu. Donc moi, je vais simplement présenter un peu le dispositif et en quoi ça consiste, et puis Paolo Ruffa fera un retour d'expérience sur son utilisation de l'outil. Et puis, on se gardera pas mal de temps pour les questions, parce que je pense que c'est ce qui sera le plus intéressant. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Juste première question. Oui. 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 Nickel. Donc, je vais me présenter un peu plus en détail. Donc, à Eco2, on
est un bureau d'études. On fait des études sur le sujet du climat, sur le sujet de l'empreinte carbone. Bon, voilà, c'est principalement notre métier, faire des bilans carbone, accompagner tout type d'acteurs dans leur transition. Donc, ça peut être des collectivités, on travaille pas mal avec la ville de Paris notamment, sur le sujet de l'alimentation, mais ça peut aussi être des entreprises, soit dans le secteur de l'alimentation, soit dans des secteurs plus variés. Voilà, et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a développé une méthodologie d'accompagnement qui s'appelle Climat Cantine. Et Paolo, je te laisse te présenter à ton tour. Bonjour à tous, Paolo Ruffa, je suis chef de projet alimentation durable à la Caisse des écoles du 14e arrondissement de Paris. Donc je suis en charge de la mise en application des politiques d'alimentation à Paris et plus globalement au niveau de l'État avec la loi Egalim. Donc je pense que tout le monde a bien connaissance. Et donc on a travaillé avec Eco2 Initiative il y a 2 ans. On a participé à leur programme et on a mis en place leur outil pour mesurer l'impact carbone de nos menus à la cantine et on renouvelle cette année aussi à l'expérience. Merci Paolo. Alors, pour commencer, je reprends juste. Donc pourquoi on a créé Climat Cantine? L'idée, c'était de faire un accompagnement qui soit vraiment adapté au contexte de la restauration scolaire et de prendre en compte tous les enjeux auxquels vous êtes déjà confrontés. Donc, Paolo en a parlé, la conformité Egalim, la qualité nutritionnelle des repas que vous servez, les produits locaux et de saison, etc. Et c'était de venir évaluer en fait les émissions de GES dans ce cadre-là et s'assurer que toutes les actions qui sont mises en place dans le cadre de ces enjeux soient effectivement corrélées à des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de ne pas rajouter une brique en plus parce qu'il y a déjà plein de choses. C'était de créer quelque chose qui soit un peu à la croisée de tous ces chemins et qui puisse, en plus d'agir sur les émissions de CO2, vous aider dans le reste de vos enjeux. Et initialement, l'objectif qu'on avait en créant cette méthodologie, c'était de réduire de 40% les émissions de GES, donc gaz à effet de serre, de la restauration scolaire à horizon 2030. Donc par rapport au moment où on l'a développé, c'était en 2018-2020. Voilà, pour se fixer un cap. À nouveau, 40%, voilà, selon les contextes, il y a des gestionnaires qui seront déjà très avancés, qui auront peu de marge de manœuvre, d'autres qui partiront de zéro. Donc voilà, le 40%, c'est comme les 2 tonnes, c'est pour se donner un cap. Et donc, rapide historique, on a développé la méthodologie d'accompagnement en 2018-2020 avec des caisses des écoles parisiennes, donc voilà, avec le soutien financier de la ville de Paris et de l'ADEME Île-de-France. Donc, on a co-créé ça avec des gestionnaires pour créer quelque chose qui soit vraiment adapté. Et depuis cette période-là, on a consolidé en testant sur d'autres typologies d'acteurs et puis on a déployé sur un certain nombre de gestionnaires, principalement parisiens, mais on a aussi des discussions avec d'autres territoires qui sont intéressés par la méthode et qui l'intègrent en tout cas dans leur cahier des charges parce que voilà, ça recoupe les grands axes qu'ils ont envie de travailler. Et donc, Climat Cantine, je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la fois un guide méthodologique qui est disponible publiquement. Donc, vous aurez la présentation, j'imagine, Anna, à la fin du webinaire. Donc, guide méthodo qui explique la logique de l'accompagnement et tout ce qu'on vient considérer. Et on vient compléter ce guide méthodologique d'outils de pilotage. Donc, c'est un accompagnement qui dure en général 1 an. Qui est en 4 phases. Une phase où on va venir faire un état des lieux pour voir où vous en êtes au niveau de vos pratiques sur les 3 grands axes que sont la conception des menus, les achats durables et le gaspillage alimentaire. Et donc pour faire cet état des lieux, on va venir s'appuyer sur un outil qu'on a développé qui s'appelle l'outil d'état des lieux, qui permet notamment de faire le bilan carbone, bilan GES simplifié de votre cantine. Donc avec un minimum de données, on peut identifier les grands enjeux. Ces grands enjeux-là, ils vont nous permettre d'élaborer un plan d'action. Et donc dans l'outil, on a un listing d'actions possibles à mettre en place, d'actions génériques, mais vous pouvez aussi mettre vos propres actions.
Ensuite, on a la troisième phase qui est le suivi. Et notamment, on va venir vous outiller dans le cadre de l'accompagnement avec l'outil plan de menu dont va parler Paolo juste après. L'outil plan de menu qui sert à suivre l'impact carbone du menu par jour en fonction des composantes que vous mettez au menu. Et donc ça sur une année. Et puis ensuite, la fin de l'accompagnement, c'est un bilan. Et en parallèle de ça, on travaille aussi sur le volet formation des équipes et le volet sensibilisation avec des formations, donc là, avec des organismes de formation spécialistes de la cuisine et de la sensibilisation, donc soit avec des associations, soit via d'autres moyens. Et du coup, je vais laisser la main à Paolo pour le retour d'expérience sur l'outil plan de menu en particulier. Paolo, tu es en mute. Pardon, merci beaucoup. Est-ce que je peux projeter... Ouais, partager, c'est bon. Je vais vous montrer directement l'outil. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui, c'est bon. Oui. Super. Alors, donc, nous, on a mis en place l'outil il y a 2 ans. Au début, on avait peur parce qu'on se disait que ça nous donnerait du travail en plus. Finalement, pas du tout. Il y a l'accompagnement de Eco2 qui, pendant la première phase d'utilisation, on préconfigure l'outil sur les informations nécessaires, sur le nombre de repas qui sont faits chaque année, sur les types de menus qu'on met en place, etc. Et sur les grammages qui sont souvent liés au GMRCN de nos repas. Et ça nous donne ensuite une trame qu'on doit remplir. Donc nous, ce qu'on fait, c'est que pendant nos commissions de menus, on remplit directement dans le tableau chaque élément, chaque composante, et ça nous calcule. Je vais le mettre. Donc voilà, par exemple, là, le 12 mai 2025, en entrée salade, matavia, des lasagnes à bolognaise, un yaourt à la framboise, et ça calcule directement l'empreinte carbone, et ça nous met des petites pastilles de couleurs qui nous permet de voir directement les composantes qui ont l'impact carbone le plus élevé. Après, globalement, on sait très bien lesquelles sont les plus impactantes. Et ça nous permet, dans un premier temps, de se dire, oulala, attention, peut-être que ce menu-là, on peut faire des améliorations. On peut trouver peut-être des composantes qui sont un peu moins, qui ont un impact carbone moindre. Et ça nous permet, dans un second temps, d'avoir donc des résultats qui sont présents ici, mensuels. Donc, chaque mois, on peut avoir l'empreinte carbone d'un menu des repas à la cantine. Et ça nous permet d'avoir un suivi du coup sur l'année et d'avoir ces informations-là à communiquer. Donc, dans un premier temps, que ce soit aux élus, aux parents, aux agents de restauration, aux équipes d'animation et aux enfants. J'ai essayé un petit peu avec les enfants. La notion d'impact carbone, c'est encore quelque chose qui est difficile à concrétiser, mais ça leur parle quand même. Je pense que c'est vraiment un sujet intéressant pour les enfants, mais déjà sur les adultes, comme le disait tout à l'heure Madame Postel, c'est vrai que ça peut déjà leur donner conscience de ce que ça représente. Et aussi en interne pour nos agents, donc juste par exemple, j'ai pas resitué, mais donc nous on fait 8000 repas jour. On a 11 cuisines de production, dont 3 cuisines centrales. Et globalement, nos agents n'ont pas forcément de connaissances ou d'envie de comprendre les nouvelles contraintes qu'on a par rapport aux stratégies nationales justement de réduction de l'empreinte carbone, de réduction des déchets et de la diversification des sources de protéines, donc mettre plus de repas végétariens. Et en fait, ça permet aussi de montrer concrètement qu'en diminuant les apports en protéines animales et en montant les apports en protéines végétales, on avait un vrai enjeu qui pouvait suivre. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et voilà. Ensuite,
on a aussi d'autres aspects de l'outil qui sont très intéressants. Sur le bilan annuel, on peut voir les différentes composantes en termes de diversification des sources de protéines. Donc, on peut avoir un suivi de chaque mois. On a mis tant de quantité en œufs, fromage. Mon soja, maintenant, je ne sais pas pour vous, mais enfin, à Paris, on a arrêté d'en mettre sur les différentes sources de protéines. Et donc, on a pareil pour les apports en viande. Donc ça, c'est aussi bien à avoir comme suivi. Et ça, c'est aussi assez top. On a les suivis sur les jeux MRCN. Donc l'outil nous dit directement si on a des recommandations qui n'ont pas été atteintes. Et enfin, sur les labels, donc là, c'est pas vraiment ce qui est demandé par Egalim, mais ça donne pareil un indicateur. Donc on l'a vu d'œil, donc ça c'est super intéressant aussi au fur et à mesure de faire les menus. On peut savoir un petit peu près le pourcentage des produits labellisés qui sont dans les menus. Donc pas en valeur d'achat, mais en tout cas en composante. Donc ça donne une bonne estimation. Et à la fin, il y a un super graphique. Et ça qu'on communique aussi, pareil, surtout auprès des élus. C'était une demande aussi à la base des élus pour avoir un état des lieux de l'impact carbone de toutes les denrées. Donc ça, c'était une vraie demande qu'il y avait. Et pareil, on peut les communiquer aux parents et aux animateurs. Et voilà. Pareil, je vais rester là pour les questions, s'il y en a. Ce sera avec plaisir. Et peut-être pour finir juste sur le fait que du coup tu le remplis pendant la commission de menu et après Ouais. tu as les onglets là sur le côté affichage et ça Oui. qui te servent plus. Alors, Enfin, affichage, là, j'ai un là problème il avec fonctionne l'outil. plus, ouais. Ouais, c'est pour ça que je ne l'ai pas montré. C'est juste parce qu'il Ouais. il est bloqué, il faut juste faire une mise à jour. Mais, Ok, on regardera ça. ouais. Mais du coup, c'est possible. En fait, en standard, il n'y a pas ces onglets affichage. On a simplement l'outil. Et puis après, en fonction de si vous préférez d'abord faire votre trame de menu, puis utiliser l'outil, ou alors utiliser l'outil, puis sortir les menus, on peut rajouter ces modules-là dans l'outil, quoi, en fonction. Moi, j'ai juste une question sur la base de données dont vous servez d'Agribalise. Alors, donc là, si vous avez sur le plan de menu, on ne va pas venir caractériser à l'échelle des recettes. Donc, on va dire que les facteurs d'émission pour, par exemple, salade de carottes, ça ne va pas être la carotte, mais on a calculé des proxys par type de composante à partir des facteurs d'émission Agribalise. Donc oui, derrière, c'est les facteurs d'émission Agribalise. Et donc ça pour l'amont agricole. Et pour le volet transport, en fait, dans configuration de l'outil, là, Paolo l'a montré tout à l'heure, il y a des facteurs d'émission spécifiques par type de denrée qui sont calculés grâce à l'outil état des lieux. Mais ce n'est pas obligatoire hein, parce qu'on peut utiliser les facteurs d'émission transport de Agribalise également. Là, c'est simplement pour être Oui, donc en plus fait, proche de la réalité. c'est des approximations en fonction d'un typologie de produit. Oui, c'est ça. Donc, par Parce que exemple, nous, on a fait notre bilan carbone général et en Mhm. fait, on est même allé jusqu'à la séparation de la typologie du produit en fonction des bio, des labels et du conventionnel. Et en fait, Ouais. la problématique qu'on a, c'est que sur Agribalise, il nous manque énormément de données sur du bio et du labellisé qui n'existent pas. Et on se retrouve bloqué à mettre des facteurs environnementaux conventionnels sur des produits qu'on achète en bio. Et là où on avait aussi des grosses difficultés, c'est que nous, on en est arrivé au moment de l'étude où on essayait justement d'avoir un bilan carbone qui soit le plus proche possible du menu, avec des facteurs d'émission en fonction du lieu de production, avec de la localité pour mettre en avant que le local, c'est intéressant, que d'importer tous les produits de Rungis. Alors pour les Parisiens, Rungis, c'est pratique, mais pour nous, sur la région PACA, ça fait un peu loin, et surtout qu'on a des producteurs pas loin. Donc c'est vrai qu'on a essayé d'aller jusque-là et là, en fait, vous l'intégrez dans la composante en vous disant en moyenne, les œufs, ils vont faire X kilomètres. Et donc, du coup, je vais l'intégrer là sans prendre en compte le bio, le labellisé ou autre, c'est ça? Ouais, alors sur le bio labellisé, effectivement, aujourd'hui, la connaissance scientifique, elle n'a pas
encore pénétré les bases de données. Il n'y a pas de consensus sur l'impact du bio parce que ça dépend vraiment des filières déjà. Et pour le coup, le bio, dans certains cas, sur l'indicateur carbone, pas sur les autres indicateurs, Il mais est sur plus élevé. l'indicateur carbone, il est plus élevé. Ouais. Et donc, pour l'instant, je connais pas exactement toutes les raisons pour lesquelles c'est pas encore dans Agribalise, mais nous, on est parti du principe qu'on prenait Agribalise, et donc les facteurs d'émission, ils sont conventionnels. Et on va dire que les labels, on les valorise par ailleurs, notamment par les graphiques que Paolo a montrés sur les pourcentages de labellisation. Oui, par rapport à Egalim. C'est ça. Et le volet local, en fait, il est pris en compte parce que dans l'état des lieux, on vient caractériser le pourcentage local, national ou international par type de denrée, donc viande rouge, viande blanche, etc. Et donc, on vient réajuster le facteur transport. Alors, je sais que le transport, c'est pas ça qui impacte le taux de carbone des menus, malheureusement. Mais c'est vrai que nous, on essaye le plus possible de mettre en avant peut-être une réduction aussi, même si elle est très minime, de CO2 par le fait qu'on essaye de ne pas aller plus loin que les départements limitrophes, quoi. Ouais. Là, c'est sûr que l'outil, en tout cas l'outil plan de menu, il permet plutôt de valoriser les changements de menu, donc les changements de type protéines. de produit. Là, on ne peut pas valoriser un gain carbone grâce au local via cet outil, mais bon, c'est des calculs qui peuvent être faits. Et pareil, là, par exemple, sur viande blanche, elle regroupe aussi bien du poulet, de la dinde, du chapon que du porc, quoi. Ouais, et également, là, dans l'état des lieux, on vient en fait recalculer ce facteur d'émission viande blanche en demandant les quantités exactes de poulet, poulet et volaille, de porc et de lapin. Historiquement, il y avait aussi cette catégorie-là, bon, de moins en moins utilisée. Mais voilà, on avait la répartition pour recalculer un facteur d'émission viande blanche adapté, donc là, en l'occurrence, à la Caisse des écoles du 14e. D'accord. Oui, donc c'est une estimation sur l'année pour pouvoir faire une moyenne par grosse catégorie, quoi. C'est ça. Dans l'optique que on Et veut du coup, ce calcul, mobiliser il le doit moins être possible, refait quoi. tous les ans. Il peut être fait tous les ans. Après, les facteurs d'émission, ils vont pas grandement évoluer. Enfin, Oui, à mais part nos s'il y a vraiment pourcentages un. d'utilisation, par exemple, si on va, vu que le porc est plus impactant que le poulet, par exemple, si on supprime quasiment tout le porc et qu'on ne met plus que du poulet, on va avoir un taux d'émission qui va plus s'approcher sur du 4 que sur du 6. Oui, typiquement, c'est le genre de cas Donc, où chaque année, il faudrait le remettre à jour en fonction de nos ajustements et de notre modification de comportement. Oui, s'il y a une grosse modification de comportement, ça vaut le coup de les mettre à jour. D'accord. Ok, très bien. Je vous embête pas plus. Non, pas de souci. J'ai pris la main, Paolo, mais si tu veux compléter à chaque fois, vas-y, là, c'est juste comme c'est du calculatoire de l'outil. Je pense que j'ai plus les billes. Héloïse, tu as levé les mains. Vas-y. Oui, j'avais une question sur le bilan carbone simplifié que vous faites dans la phase d'état des lieux. Est-ce que vous le portez sur uniquement la partie achat, produits, etc. ou vous allez aussi dans les pratiques observées en cuisine, les niveaux de consommation électrique, etc. et jusqu'à quel niveau de détail vous allez en fait? Alors, Paolo, si tu veux, je peux présenter l'exemple de l'outil état des lieux 2022 ou tu préfères que je présente un vierge? Non, tu peux, vas-y, pas de souci. Ok, hop, je présente ça. Du coup, dans l'état des lieux, on va venir prendre en compte donc effectivement le volet production des aliments, donc avec les tonnages par typologie et sous-catégorie de produits, donc la localisation, donc on prend en compte le transport, on prend en compte également la saisonnalité pour les fruits et légumes, parce qu'on va avoir des impacts qui sont plus élevés si on achète des produits hors saison. Et ensuite, on va effectivement venir prendre en compte la logistique de préparation et distribution des repas, donc les consommations d'énergie, donc électricité, gaz, éventuellement d'autres vecteurs énergétiques, la distribution des repas si on n'est pas sur la cuisine sur place et si on est sur de la liaison chaude, liaison froide, etc. Et le volet déchets. Le volet déchets est également pris en compte.
on va pas, là, sur cette vision-là, on va pas intégrer les immobilisations, notamment, donc s'il y a eu des achats de matériel, les autres achats, les achats autres que les achats alimentaires. Ça non plus, c'est pas dans le périmètre. Enfin, donc c'est pour ça que c'est pas un bilan carbone complet, mais en tout cas, c'est sur ce périmètre-là. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Ok, oui, merci, très bien. Et j'avais une autre question, du coup, après plus dans l'utilisation de l'outil au moment de la construction des menus. Est-ce que vous avez du coup un seuil limite à pas dépasser ou simplement vous le renseignez pour ensuite pouvoir rendre compte? Enfin, comment se fait un peu l'arbitrage aussi derrière? Oui, une bonne question. On se met le seuil limite qu'on a les années précédentes en se disant qu'on ne dépasse jamais ce seuil-là. Donc là, typiquement, l'année précédente, c'était 1400 grammes de CO2 par repas. Et donc là, on essaie de jamais aller au-dessus. Ok. Là, pour le volet alimentaire uniquement, les 1400 grammes. Ouais, C'est, c'est alimentaire sur uniquement. l'outil plan de menu, là, on vient plus catégoriser l'énergie consommée en cuisine, etc. On est que sur le volet production et transport. Ok. Sachant que de mémoire, l'outil alimentaire représente, alimentation représente 88%, c'est ça, hein, Ouais, c'est ça. de l'empreinte carbone totale. Et je peux enchaîner avec une autre question. Pardon, si personne d'autre n'en a. Sur la partie, enfin, vous disiez le contrôle du GEMRCN. GEMRCN, j'ai pas bien compris enfin, à quoi ça vous sert et comment vous le complétez. C'est par rapport à ce qui est effectivement préparé ou enfin, comment ça marche? C'est-à-dire ce qui est préparé? Bah, est-ce que, enfin, vous disiez, vous vérifiez s'il y a des écarts dans les grammages par rapport. C'est plutôt pour les fréquences, pardon. C'était pas pour les grammages, c'était pour les fréquences. Si toutes les fréquences étaient bien respectées. Par rapport au plan alimentaire, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, ok. Parce que parfois, ça peut arriver quand on a des menus à thème de faire. Enfin, on se dit qu'on fait un écart parce que c'est un menu spécial. Et en fait, on fait beaucoup de menus spéciaux. Et ça peut avoir des répercussions sur les fréquences sur le plan alimentaire, justement. Ok. Donc, ça permet d'analyser ça. Moi, j'ai des questions, mais peut-être je laisse les communes prendre. Bon, je pose mes questions. Vous parliez de. Donc, ça permettait d'ajuster en disant bon, bah voilà, on voit par exemple sur la lasagne que. Il y a un énorme poids carbone lié au bœuf. Et donc, ça vous permettait ensuite de modifier des recettes. Est-ce que vous avez eu des formations ou des fiches ou des choses vous permettant de dire bah, on va modifier la recette avec tel ingrédient? Bon, enfin, on s'imagine bien que si on remplace le bœuf par des lentilles, c'est mieux, mais c'est pas forcément évident pour toutes les personnes qui créent les menus. Bien sûr. Voilà. Ah bah oui. La question s'était posée à un moment d'intégrer faire des plats mixtes. Donc par exemple de mettre 80% de viande de bœuf et 20% de lentilles. Donc ça, on l'avait testé. C'était pas toujours évident, donc on l'a pas forcément mis en place, mais en tout cas, ça nous a donné l'occasion d'essayer. Et sinon, sinon. Ouais, enfin, c'est un peu le bon sens qui vous fait dire vous n'avez pas eu des fiches. Enfin, par exemple, EcoCO2 vous fournit pas de chiffres en disant le bœuf c'est tant, l'agneau c'est tant, le poulet c'est tant. Ça, on trouve l'information Non, ça on facilement, les mais a. je veux dire que Ouais, c'est ça. Ouais. ok, non, mais donc c'est pas particulièrement basé sur quelque chose. Sur le parmentier mieux de viande, parce que donc lentilles, on le travaille avec les communes, on fait des formations effectives réelles, donc vous pourrez le tester à la Phare les Oliviers le 21 janvier pour 1500 couverts. Voilà, pour votre information. Mais vous recevrez l'invitation. Et ça marche plutôt bien dans certaines communes. Après, j'avais une autre question. Vous parliez de sensibiliser donc différents types de publics, donc les agents et les enfants. Est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail sur comment vous y êtes pris? Ouais. Alors, on a développé un projet en 3 modules. Donc, c'est un peu un parcours qui sont à destination des agents de restauration et des agents d'animation.
Donc on a développé ça avec la CASPE qui est en charge, le service en charge de l'animation auprès des enfants, qui est vraiment très différent de services de restauration. Donc on a fait des modules, donc 3 modules de formation. Un premier module sur une fresque de l'alimentation, un deuxième module sur un focus sur c'est quoi l'alimentation durable, quels sont les enjeux à l'échelle de la ville et à l'échelle de l'État avec un peu la réglementation. Donc notamment, nous, on a notre plan alimentation durable de la ville de Paris qui nous donne des objectifs à atteindre. Et donc ça, c'est des sujets que personne ne connaît forcément. Et un troisième module sur, avec des interventions de diététiciennes sur la diversification des sources de protéines. Et donc c'est à l'occasion du module numéro 2 qu'on aborde justement le sujet, c'est quoi l'impact carbone, un peu comme ce qu'a fait Madame Dutournier au début de ce webinaire. Donc on aborde ça et après on le ramène à la cantine, comment ça se présente concrètement. On montre des images, là c'est des adultes, même avec des adultes, on montre des images des repas qui sont à la cantine, on leur demande de classer celui avec le plus fort impact au plus petit impact, entre le steak haché haricots verts et le dalle de lentilles corail par exemple. Donc voilà, donc en forme d'un peu d'atelier. Et ensuite, c'est aussi un outil donc dans la sensibilisation de dire on a beaucoup de retours, mais pourquoi vous mettez de plus en plus de repas végétariens et on explique que ces repas végétariens, au-delà de la réglementation qui est mise en place, c'est aussi un moyen donc, de réduire l'empreinte carbone. Et donc ça nous permet de faire ça. Et avec les enfants, là, on le fait aussi sur. On a essayé la semaine dernière sur. Enfin, je ne veux pas changer de sujet, mais en même temps, c'est super intéressant sur des pesées de déchets alimentaires. On a essayé de leur montrer. En fait, on voulait parler du dépassement, le seuil de dépassement d'une planète. Vous savez, le temps de dépassement de l'impact carbone qu'il y a sur toute l'année. Et en se positionnant que sur l'alimentation, c'était pas forcément, on n'a pas réussi à faire ça parce qu'on ne peut pas avoir le seuil de dépassement que sur l'alimentation, mais sur quelque chose de beaucoup plus global. Et on leur disait, si vous gaspillez beaucoup, si vous continuez toujours de manger des produits ultra transformés, des produits à base de viande à tous les repas, de consommer du plastique, de ne pas faire le tri, donc on a un peu englobé tout ça. Toutes les ressources qui sont amenées sur la planète, elles seront atteintes. Il n'y aura plus de planète le 27 juillet de l'année. Et un peu parfois c'est un peu dur parce que pour que les enfants aient conscience de certaines choses, il faut aussi, on peut pas dire quand vous mangez de la viande qui est importée d'Amérique du Sud, on brûle des forêts. On met des images. À un moment, on avait des formations, on voulait leur montrer des images et des enseignants nous disaient mais vous pouvez pas montrer ça à des enfants. Et en même temps, c'est un peu des réalités. Donc on essaye, dans la mesure du possible, de donner des informations qui sont réelles, pas choquantes, du coup pas choquantes, mais en même temps qui sont véridiques. Et je trouve que ça fait qu'ils retiennent aussi beaucoup plus facilement. Voilà. Et du coup, ils consomment plus les repas servis parce qu'ils comprennent mieux. Après, c'est tout l'accompagnement du temps du repas, mais. C'est une bonne question. S'ils ont vu le dalle en photo et qu'ils en ont parlé en atelier, est-ce que vous avez constaté qu'ils le jettent moins, quoi. Et c'est une bonne question. Alors oui, parce que quand on a fait, donc on a mis en place, on a une alternative végétarienne quotidienne dans toutes nos écoles. Donc ça, on l'a mis en place l'année dernière. Et donc pour la mise en place, on a intervenu dans toutes les écoles. Le jour où il y avait la première proposition d'alternative, on avait fait un atelier juste avant sur c'est quoi une légumineuse, parce que même un adulte, savoir ce que c'est une légumineuse, c'est pas forcément évident. Donc on l'a fait avec les enfants. Et comme c'était un peu nouveau et qu'on avait parlé des repas végétariens, déjà tout le monde voulait manger le repas végétarien à la cantine. Ce qui a créé beaucoup de problèmes parce qu'on n'avait pas les effectifs suffisants, mais bon, c'était intéressant. Et ensuite, avec le temps, là ça fait 1 an qu'on a le retour d'expérience, on a nos taux de prise VG qui augmentent parce qu'un enfant, et notamment en maternelle et en CP, CE1, CE2, ils ont moins le biais cognitif de se dire moi j'ai besoin de manger de la viande à tous les repas, et donc on leur donne l'occasion de goûter. Ils ont l'occasion de goûter en fait ce qu'ils veulent,
Et à force de revoir un menu, donc typiquement le dalle de lentilles, au début c'était boudé, et maintenant ça fait 2 ans, ça marche super bien, et c'est devenu un de nos repas végétariens un peu phares dans l'arrondissement. On a encore beaucoup de repas qui fonctionnent pas du tout, mais moi je suis convaincu, et c'est pour ça qu'on le fait dans le 14e, enfin, c'est plus on va donner des connaissances sur ce sujet-là, sur comment on diversifie son alimentation, et on ne leur dit pas d'arrêter de manger de la viande, on dit juste qu'il y a d'autres choses, et plus on leur explique ce que c'est, et plus on voit que ça marche à la cantine. Mais globalement, je vais pas non plus, enfin globalement, on est toujours sur on aime la viande. Là, j'ai reçu une liste faite par des enfants dans une école qui disait ce qu'on veut plus à la cantine, des hot dogs, des pizzas, des pâtes, voilà. Donc il y a encore du travail, mais ouais, classique, mais je vois vraiment, il y a du changement. Ok, merci beaucoup. Désolé pour ce monologue. Non, non, mais c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à la suite? Bon, on peut continuer. Puis si vous avez d'autres questions, d'ici là, les mettre. Et puis je ne sais pas si Carla et Paolo, vous restez jusqu'à la fin, mais sinon, s'il y a d'autres questions qui reviennent, je pourrais vous les transmettre a posteriori. Mais Moi, je vais merci rester, beaucoup. mais je crois que Paolo devait partir, mais Pardon, si j'ai juste une question qui m'est Héloïse, revenue. vas-y, tu veux. Quand Profitons. vous disiez que vous avez une alternative végétarienne quotidienne, donc les enfants ont le choix, quand ils arrivent à la cantine, de manger soit la version carnée, Ouais, soit la version végé, ou c'est selon une inscription non, on fait sans table. inscription, donc il y a le choix dans la limite des disponibilités. Donc c'est un peu comme le menu du jour dans une brasserie, c'est possible, enfin ça arrive qu'à la fin du service, il n'y ait pas forcément le choix pour quelques enfants, donc on incite à faire des services alternés, où au début c'est les CP, au début c'est les CM2 tous les jours, et ça marche assez bien. Globalement, les enfants ont ce qu'ils veulent, mais ça peut arriver à certains moments qu'on manque de végétariens, notamment. Ok. Parce que comme on donne le choix, en fait, c'est des enfants, ils peuvent changer d'avis tout le temps. Ok. Et on voulait vraiment pas faire sur inscription. Et j'ai juste une question, donc c'est Stéphanie Renard de la ville d'Aix. Vous avez combien de couverts par jour? 8000. 8000. 8000. Ok. Et on est en liaison chaude, et on a environ sur les 8000, on en a 2000 avec des cuisines sur place et 6000 avec des cuisines centrales. D'accord. Et comment vous gérez, donc si vous faites pas la même proportion s'ils ont le choix en fait, vous faites pas la même proportion de ce qui est végétal et tout ce qui est plat avec viande. Vous faites une petite portion, Tout à fait. moins de production en végétarien et puis un peu plus en. C'est comme ça que vous Exactement. En fait, donc nous, on a fait le choix d'ajuster les effectifs par école. Donc on était parti sur un effectif initial de 15% de végétariens. On avait fait un benchmark justement sur toutes les autres communes qu'il avait fait, ou toutes les autres villes qu'il avait fait déjà en France. Et donc en général, ce qui revenait, c'était 15%. Donc on est parti de 15%. Et ensuite, 2 mois après, on a ajusté en demandant dans les écoles, en fait, il y avait des problèmes, et on était justement, on a certaines écoles, c'est 25% maintenant de végétariens, d'autres, c'est tombé à 10, voire à 5. Et c'est ce qui fait qu'on a moins de retours. Alors que, par exemple, dans le 11e arrondissement de Paris, eux, c'est 30% VG. Ils avaient fait une enquête auprès des parents, et c'était 30% de VG auprès de tout le monde. Je ne sais pas ce que ça donne, mais oui, ça marche. Donc voilà, il y a beaucoup d'utilisations très différentes. En tout cas, je trouve que de faire les effectifs par école, ça marche bien. Mais ça fait des gros tableaux Excel. Oui, je me doute. Bravo en tout cas, parce que c'est. Enfin, j'ai noté la fresque de l'alimentation, le plan d'alimentation durable, tout ce qui est diversification. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place dans notre commune, mais je trouve que vous êtes, voilà, vous réfléchissez autrement, et je trouve que c'est une jolie façon et d'acheter et d'éduquer, on va dire, le palais et de gérer en fait tout ça. Mais je trouve ça super, voilà. Bravo. Mais n'hésitez pas, si vous avez besoin même de documents, ou enfin que vous voulez qu'on parle sur ces sujets-là, n'hésitez pas à m'envoyer un mail.
Ok, On mettra les coordonnées dans le compte-rendu du Oui. webinaire. Avec plaisir. Merci. merci. Est-ce qu'il y avait une autre question avant de continuer? Ça a l'air bon. Alors, je trouve ça a l'air bon, Et je merci beaucoup, repartage. Oui, Paolo, pour votre merci. intervention et bonne journée. Merci. Merci à tous, bonne journée. Merci Au revoir. Paolo. Bonne journée. Est-ce que vous revoyez mon écran? Oui. Oui, c'est Oui. bon. Oui, c'est bon. Donc, je vous présente maintenant un deuxième outil de mesure de l'impact carbone. Donc, c'est l'outil QuantiGES, donc quantification des gaz à effet de serre, qui est un outil développé par l'ADEME. Alors, contrairement à l'outil qu'on vient de voir, pourquoi ça ne passe pas? Hop. C'est un outil qui n'est pas spécifique sur l'alimentation ou la restauration collective. C'est vraiment un outil généraliste qui a été développé pour mesurer l'impact d'une action. En fait, ça permet de comparer les effets de la mise en place d'une action par rapport à un scénario de référence. Typiquement, j'introduis une option végétarienne quotidienne par rapport à je reste à ce que je faisais avant, donc ce qui pourrait être la différence entre les deux scénarios. Donc, ce n'est pas une mesure à instant T, mais ça permet plutôt de réfléchir sur la pertinence, l'évaluation d'une action. Donc, c'est une méthode qui est en 8 étapes. Donc, il y a tout un plan. En fait, c'est aussi un outil Excel, je vous montre juste après. 8 étapes de construction de la méthode d'évaluation. Et l'idée, c'est de définir de manière très précise l'action qu'on va évaluer, de choisir un peu les scénarios de référence, de se dire, bon, par exemple, sur une option végétarienne quotidienne versus une option végétarienne hebdomadaire, de se dire que peut-être l'option végétarienne hebdomadaire va encourager à l'avenir plus de gens à vouloir des options végétariennes plus régulièrement. Enfin, de se dire que le scénario de référence, c'est pas forcément quelque chose qui va être figé dans le temps, mais ça peut être amené aussi à évoluer. Et de construire après ce qu'ils appellent un arbre de conséquences. Donc, c'est toutes les conséquences qui vont être amenées par la mise en place de l'action. De se dire, si on met une option végétarienne quotidienne, peut-être que dans 2 ans, les demandes vont doubler. Enfin, voilà. Donc, vraiment de se projeter vraiment sur du temps long, sachant qu'après, les effets qu'on va quantifier, soit on arrive à les quantifier de manière plutôt certaine, on arrive à avoir des chiffres, il y a des coefficients d'émissions de gaz à effet de serre qui sont disponibles ou pas. Ça va nous permettre de faire le tri en fait entre ce qu'on est capable de quantifier avec un degré de fiabilité assez élevé quand même, pour pas dire n'importe quoi, et ce qui va être plutôt de l'ordre de l'hypothèse et qu'on peut évoquer, mais qu'on ne va pas être en mesure de quantifier. Donc, comme je vous disais, c'est un peu comme l'outil qu'on a vu juste avant. C'est un tableur Excel avec plusieurs onglets qu'on remplit. D'abord de manière très descriptive sur le projet, l'action qu'on a envie de mesurer. Et puis après, il y a tout un tas d'onglets qui nous permettent de calculer, de rentrer les différentes hypothèses qu'on prend en compte, tous les coefficients de gaz à effet de serre. Si jamais on parle, par exemple, de remplacer 10 tonnes de viande rouge par de la protéine végétale, de mettre aussi toutes ces quantités-là. Et à la fin, ça permet d'obtenir, donc là je vous ai mis juste un extrait, mais ça fait aussi des fiches de synthèse qui sont directement disponibles pour communiquer en fait. Ça met aussi en forme directement ces synthèses. Donc là par exemple, il y a la ville de Montsartou avait fait une évaluation de l'action en réintroduisant des légumes locaux versus leur approvisionnement avant de pouvoir se fournir en local. Et donc ça permet d'avoir un bilan carbone avec un degré de fiabilité plus ou moins élevé en fonction de toutes les hypothèses qu'on pose, si les données sont disponibles ou pas, et après derrière de pouvoir communiquer. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut mener typiquement sur les menus, de se dire remplacer 50% de la viande rouge par des lentilles, par exemple.
Mais ça peut aussi être porté sur tout ce qui est gaspillage alimentaire, réduire de 50% le gaspillage alimentaire. Voilà, c'est plus généraliste, mais du coup, ça va englober moins de thématiques que l'outil Climat-Cantine qu'on a vu juste avant. On peut s'en servir pour quantifier des actions très différentes, mais c'est vraiment des actions ponctuelles qui vont être évaluées ici. Donc, par exemple, nous, on va s'en servir. On a organisé au restaurant Interentreprise de la Tour La Marseillaise avec l'équipe de la Sodexo. Donc, c'est la tour où il y a la cantine pour les agents de la métropole à Marseille, avec l'équipe de la restauration collective là-bas, donc l'équipe Sodexo. On a organisé un menu qui a tout bon. Donc l'idée, c'était qu'il soit tout bon pour la planète, entre autres, et donc avec aussi de la sensibilisation des convives, donc adultes, sur le bio, le local, l'empreinte carbone. Et donc il y avait notamment, le menu est là, mais c'est un flan de carottes où tous les ingrédients étaient bio, une option végétarienne avec des protéines végétales, et une tartelette de pommes avec des pommes locales. Donc ça permettait à la fois de sensibiliser, et là on va faire le bilan carbone de cette action, quand elle a été mise en place, quelle quantité de gaz à effet de serre elle permet, d'émissions de gaz à effet de serre elle permet d'éviter, et de se dire si ce type d'action est répété aussi dans le temps, par exemple 3-4 fois par an, voilà, au final par an, quel impact on aura réussi à avoir sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un outil, moi j'ai été formée, il y a 2 sessions de formation qui sont dispensées par l'ADEME, des formations soit à distance, enfin il y a un premier module en ligne et une formation d'une journée après, soit à distance, soit en présentiel. C'est des formations qui sont gratuites pour les agents de collectivité, normalement. C'est un outil qui est assez lourd, et les quantifications, pardon, elles prennent du temps. Donc, si jamais c'est un outil qui vous intéresse, vous pouvez bien évidemment revenir vers moi, voir si vous avez envie de vous former, ou si on peut aussi envisager de vous accompagner sur la quantification d'une action spécifique, parce que c'est des quantifications qui peuvent prendre du temps. Et sinon, sur les sites ressources de l'ADEME, il y a toutes leurs formations. Il y a plein de ressources, donc plein de fiches qui ont été déjà, plein de quantifications qui sont déjà disponibles, dont on peut s'inspirer. Et il y a aussi beaucoup de documentation en fait, sur tout ce qui est empreinte carbone, y compris de l'alimentation. Donc c'est beaucoup alimentation et gaspillage alimentaire sur lesquels il y a des chiffres, en tout cas pour ce qui va concerner la restauration collective. Voilà, voilà. Si jamais c'est un outil qui vous intéresse, ou que vous voulez avoir plus d'informations, voir plus à quoi ça ressemble le tableur en entier, on pourra aussi rééchanger à ce sujet. Peut-être que je pourrais vous le partager pour vous montrer un peu plus à quoi ça ressemble. Voilà, c'est un tableur qui peut faire un peu peur au début, mais mais voilà, c'est aussi une sorte de prise en main. Et comme je vous disais, moi, je peux tout à fait vous accompagner. Il y a d'autres personnes qui travaillent sur la région PACA avec cet outil-là. Donc voilà, il y a vraiment des retours d'expérience qui sont Et peut-être si tu cherches disponibles. pendant que tu cherches le tableau, Anna, pour Ouais. un peu l'outil QuantiGES, c'est un outil qui est gratuit et qui est vraiment un outil de Oui. quantification des gaz à effet de serre et de l'impact carbone, qui n'a pas les fonctionnalités aussi poussées. En fait, l'outil EcoCO2 permet d'aller plus loin dans ensuite la conception des menus. Enfin, c'est vraiment dédié restauration collective. Alors que Oui. l'outil QuantiGES, ça peut être je veux installer, proposer une aire de covoiturage sur ma commune, ou mettre en place un espace de coworking municipal. Qu'est-ce que ça va impacter comme gaz à effet de serre sur l'ensemble de mon territoire? Vous voyez, après, c'est un outil qui est intéressant de connaître, Oui. peut-être éventuellement aussi pour d'autres services de votre collectivité, mais c'est vraiment des fonctionnalités qui ne sont pas aussi précises et poussées. Et ça me fait penser que j'ai oublié de vous poser la question à Carla et aussi à Paolo quand il est parti. C'est le coût de l'outil. Moi, j'imagine que c'est très variable en fonction des fonctionnalités, mais par exemple, la Caisse des écoles du 14e, est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette de tarifs de l'utilisation de l'outil annuel? Ouais, alors l'outil, en fait, c'est plutôt l'accompagnement qui
qui est payant. Une fois qu'on fournit les outils, ensuite, vous pouvez les utiliser année après année. Il n'y a pas de licence à proprement parler. Je reprends les éléments financiers parce que je les ai plus en tête, je l'avoue. Je vous les avais envoyés à Anna, il me semble. Oui, je crois que tu peux les retrouver. Moi, je suis en train de chercher. Tac, tac, tac. Et dans le cadre de l'accompagnement dont a bénéficié Paolo, c'était aussi quelque chose qui était collectif avec d'autres arrondissements. Donc il y a aussi l'organisation de temps collectifs qui viennent en plus, et donc, mais aussi d'autres co-bénéfices, on va dire. Alors, je reprends juste là-dessus. Je vous montre, on passe du coq à l'âne. Je vous remontre l'Excel Quanti-GES et on revient sur le coup après. Donc là, je crois que c'est l'exemple dont je vous parlais, donc de la ville de Montsartou. Je regarde ma souris. Donc il y a toute une phase un peu descriptive du projet, de se dire quels sont les objectifs, quelle est l'action qui est mise en place. Avec des... Enfin voilà, là c'est vraiment une première page de description vraiment de l'action mise en place et du cadre qu'on lui apporte. Et après, il va y avoir... je l'ai perdu. Ah voilà, c'est ça. En fait, après, on construit un arbre. Ça va être hyper lisible, bon, c'est des énormes tableurs Excel. Il y a beaucoup de choses automatisées. Mais l'idée, c'est de construire un arbre et de se dire quelles sont toutes les étapes. Et je ne trouve plus l'arbre, évidemment. Ah, voilà. Comment ça va impacter? Est-ce que vous arrivez à lire un peu ou c'est trop petit? Non, c'est bon. C'est bon. Bon, c'est même pas leur arbre, mais c'est... bon, c'est un exemple totalement hors restauration collective, du coup. Je pense que c'était un arbre d'exemple, mais je sais pas, normalement, on construit... Ils ont dû le faire, je le trouve pas. Je vous présente celui-là. C'est en étape 4, l'arbre. Étape 4. Je pense. Ouais. Et il n'y est pas. Au-dessus. Ah non, la fiche a changé depuis que je l'ai utilisée la dernière fois. Ouais. On s'y perd un peu. Bon, je vous présente juste celui-là, c'est juste pour vous montrer comment ça se construit. En fait, l'idée, c'est... Donc là, c'est complètement hors sujet, restauration collective. Donc, mise en place d'un service d'autopartage et de covoiturage. Donc, il va y avoir tout ce qui est mise en œuvre de l'action, réduction de l'usage des véhicules personnels. Et en fait, on va aller aussi jusqu'à... Enfin voilà, on prend en compte vraiment toutes les étapes, y compris la fabrication des véhicules électriques qui vont remplacer, qui vont être mis en autopartage. Voilà, l'idée c'est de faire un espèce d'arbre des conséquences le plus large possible, et après de sélectionner donc ce qui est entouré en rouge là, c'est les étapes qu'on va pouvoir prendre en compte et quantifier au sein de, enfin dans le cadre enfin avec l'outil QuantiGES, on ne peut pas tout quantifier. Donc, l'idée, c'est d'être le plus exhaustif possible pour rien oublier et après de se concentrer vraiment sur ce qui est mesurable, ce qui est de l'ordre de... Enfin, voilà, sur lesquels on a des données pour ne pas s'avancer sur des hypothèses qui sont trop lointaines. Et la synthèse à la fin, ce que je vous montrais, voilà, ça permet d'avoir à la fois le descriptif de l'action. Pareil, je vais rezoomer un petit peu. L'arbre, voilà, il est là, l'arbre. Les hypothèses qui ont permis d'arriver à ces conclusions-là. Et après, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a un indice de confiance, voilà, en fonction du nombre de données qu'on aura pu estimer, de la fiabilité des données, si jamais les données elles sont assez fines ou si jamais c'était vraiment des facteurs d'émission un peu généraux parce qu'on n'a pas plus de détails que ça. Voilà. Et ça permet aussi de donner... l'idée, c'est toujours de viser un indice de confiance assez élevé. Et ça permet après de voir aussi comment communiquer les résultats, si c'est vraiment juste de la sensibilisation ou si on peut par exemple appuyer des décisions politiques sur cette quantification. Voilà. J'arrête ce partage-là. Du coup, en attendant, j'ai trouvé la réponse. Ouais. L'accompagnement, du coup, les 5 étapes avec l'état des lieux initial et la formation sur les outils, c'est de l'ordre de 7 000 €. Donc après, en fonction du nombre
de gestionnaire inclus, etc. Et puis après, s'il y a de la formation en plus et des actions de sensibilisation des enfants en plus, ça peut ajuster le prix. Mais voilà, la fourchette, c'est ça. Sachant que du coup, j'ai pas présenté tous les outils qu'il y avait dans l'accompagnement. Enfin, je vous ai présenté l'outil état des lieux, enfin, quelques fonctionnalités, mais il y en a d'autres sur le gaspillage alimentaire et aussi sur les achats durables, Egalim, etc., mais qui sont moins novateurs que l'outil plan de menu. Super, merci. Je ne sais pas si vous aviez des questions. On revient à Quanti-GES. Est-ce que vous aviez des questions sur cette méthode? C'est un peu c'est un gros outil, mais qui, je pense, peut avoir pour une grosse action ou une action sur laquelle on a beaucoup de données, être assez pertinente. Ou c'est un trop gros outil qui fait peur? Oui, il y a Stéphanie qui a levé la main, je crois, ou elle a la main Mais levée je sais depuis pas, tout à l'heure. c'était ouais. Non, j'ai pas levé la main. Non. Ah, c'est la main levée Ça depuis tout à peut être l'heure. tout à l'heure. Pour la caisse des écoles du 14e, mais non, j'ai pas levé la main. Ok, Ça ça part marche. en relevé la main. Et généralement, moi, oui, allez-y. Pardon. Allez-y, Non, je vous en prie. oui, moi j'ai pas forcément de questions parce que j'avais assisté aux formations de l'ADEME, mais c'est vrai que je serais preneuse d'un temps de travail collectif, au moment où il faudra vraiment renseigner la fiche. Moi, c'est du coup dans le cadre d'un projet financé par l'ADEME, donc c'est une demande de compléter une fiche pour le projet spécifique, mais c'est vrai que c'est parfois compliqué seul de voilà s'y retrouver dans Ouais. la forêt, c'est le cas de le dire, d'arbres des conséquences. Voilà, donc si c'est une proposition, je la prends avec plaisir. Bah oui, tout à fait. Ouais, on pourra peut-être rassembler, voir s'il y a d'autres communes qui seraient intéressées par ça. Mais oui, je pense que c'est une bonne idée. Et lors de la formation, c'est vraiment un point que le formateur avait souligné de pouvoir travailler sur sa quantification avec d'autres personnes qui sont en train de le faire en même temps, pour avoir toujours aussi un œil extérieur, voir qu'on a rien oublié. Et si en plus c'est vraiment sur la question de la restauration collective, je pense qu'on sera bien de travailler ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Lison, tu voulais dire un truc ou je... Non, c'est bon. Non, c'est bon. C'est bon. Super, si jamais vous avez d'autres questions d'ici la fin, n'hésitez pas. Vous voyez toujours bien mon écran, là, hein, j'ai repartagé la... Tac. Et donc pour finir, je voulais vous présenter d'autres outils en fait après. Donc là, on vous a présenté deux outils qui sont très différents. Un qui est vraiment construit autour de la restauration collective précisément et aussi adapté dans l'offre que Carla et Paolo ont présenté, on voit qu'il y a vraiment aussi un souci de s'adapter aux besoins du terrain. Versus un outil qui est plus généraliste, qui peut être très bien utilisé, mais qui n'a pas toutes les spécificités de pouvoir travailler à la fois sur l'empreinte carbone et sur quantifier l'approvisionnement en produits labellisés, gaspillage alimentaire. Voilà, c'est plutôt sur des actions individuelles. Et donc, il y a d'autres outils qui existent, que je vous présente rapidement. Et pareil, si il y en a un qui vous intéresse particulièrement, n'hésitez pas à revenir vers moi et on pourra essayer d'organiser un rendez-vous où je prendrai plus de contact avec les porteurs des projets. Hop, ça marche pas. Donc il y a Cool Food Pro qui est une application donc là qui est en ligne qui permet de travailler donc c'est un outil qui va ressembler peut-être un peu à Climat Cantine mais moins poussé, moins individualisé, qui est un projet financé un projet universitaire et donc il y a beaucoup d'utilisateurs à la fois en France et aussi au Royaume-Uni. Donc c'est un projet, en fait, quand j'avais regardé, il y avait 3 onglets. Il y avait agir sur mes achats, agir sur mes menus et réduire mon gaspillage. Et là, en repréparant le webinaire, j'ai vu qu'ils avaient vraiment ajouté le premier onglet sur l'empreinte carbone des menus. Donc ça peut être aussi une option si jamais vous voulez tester un outil, voir si
il est pertinent. Je crois qu'il y a au moins une version démo qui est gratuite. Et ce qu'il faisait aussi, c'était qu'il convertissait, donc là c'est en bas à droite, en fait il faisait des équivalents, de se dire, bon bah voilà, en travaillant sur mes menus, j'ai économisé l'équivalent de tant de t-shirts en coton. Enfin, il y avait aussi, je crois, des terrains de foot, voilà, des choses qui peuvent, des outils de comparaison qui permettaient de communiquer avec des choses qui parlent soit aux enfants, soit aussi aux adultes. Un autre projet à ne pas confondre, qui s'appelle Cool Food cette fois, qui est pareil, un projet de recherche. C'est trompeur, hein. Ouais, j'ai mis beaucoup de temps avant de les dissocier. Qui travaille aussi sur la question de l'empreinte carbone, l'empreinte environnementale de l'alimentation. Donc, qui travaille avec la restauration collective scolaire, mais aussi d'entreprises, des hôpitaux. Et donc, pareil, je crois que c'est un programme de recherche. Donc, il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles, mais en anglais, il faut s'accrocher. Et ils ont notamment travaillé avec la ville de Milan. Donc, je vous ai mis un exemple de menu de la ville de Milan. Donc, tout est en italien. Et donc, pour chaque menu, vous voyez qu'il y a en fait, il y a un affichage qui est fait sur chaque menu des équivalents de gaz à effet de serre produits. Et donc, ils l'ont fait, je sais pas s'ils le font toujours. Pareil, c'est quelque chose qui vous intéresse, pourrait mobiliser mon meilleur anglais pour échanger un peu plus avec les porteurs de la méthode. Et en fait, on voit donc, je vais vous faire la traduction parce que j'ai préparé. Donc, le mercredi, en haut à droite, là, à 3 kg d'équivalent CO2, en fait, il y a des côtelettes de porc, là, c'est celui du milieu. Et alors, Giovedì, c'est jeudi. Jeudi. J'ai fait espagnol, moi. Donc, un menu végétarien. Et en fait, en regardant tous leurs menus, j'ai vu qu'ils avaient quand même drastiquement enlevé les viandes qui pèsent le plus en termes d'empreinte carbone. Donc, il y a vraiment très, très peu de viande rouge et d'agneau. Et qui favorisent maintenant en fait les viandes blanches, donc que ce soit du porc ou poulet, dinde. Et en fait, il disait que vraiment en 5 ans, enfin là, il y avait les chiffres, donc moins 28 000 tonnes pardon, de CO2 entre 2015 et 2022. Et en fait, dans leurs approvisionnements, ils ont aussi en fait drastiquement enlevé la viande rouge. Ils continuent à proposer de la viande, mais je pense que c'est un choix aussi pour réduire de manière un peu drastique leur empreinte carbone. Si je peux compléter Oui, bien sûr. sur Milan, parce qu'on avait participé à un projet européen sur les métropoles qui travaillent sur les sujets alimentaires, et on avait fait un voyage d'études à Milan, et donc on avait pu bien échanger avec eux. Et en fait, leur approche, elle est intéressante. Ils produisent 80 000 repas par jour, répartis dans une dizaine de cuisines centrales dans la ville. Et en fait, ils ont vraiment décidé qu'ils privilégiaient l'approvisionnement local et de qualité, et faible, enfin, en émissions carbone. Du coup, ça nécessitait d'enlever comment dire, déjà les originalités dans les recettes. Donc, ils partent sur des plans de menu extrêmement simples, et c'est le même plan de menu tous les ans qui revient par saison. En fait, ils ont un plan de menu par saison. Donc bon, ça peut briser aussi un peu la créativité du chef. Donc voilà, mais en tout cas, c'est une approche où ça simplifie ce travail-là. Et où ils vont préférer servir des pâtes avec une sauce aux légumes que quelque chose d'un peu plus complexe. Voilà, donc c'est vraiment une approche particulière qui permet de privilégier les aliments locaux et la saisonnalité et les produits type agriculture biologique. Et l'affichage permanent des menus, enfin des équivalents carbone, permet de voir vraiment visuellement l'augmentation, la diminution en fonction du plat qui est servi. Et donc c'est aussi un outil de communication intéressant pour les enfants et les parents. Xavier, tu avais la main levée, je crois. Oui, non, c'était pour dire, je crois que l'Italie est en pointe dans ce domaine. Enfin, sur la slow food à l'époque, ils appelaient ça comme ça. Donc, ça serait une conséquence peut-être enfin, une suite. Et sinon, par contre, alors, c'est peut-être pas assez gros l'écran parce que je vois pas le. Oui, d'accord, on voit les impacts carbone de chaque menu. C'est Là, les petits nuages. si on peut Espèce de grossir petits un pâtés, peu, voilà, c'est ça. peut-être.
C'est ce qui est encadré en Ouais. rouge D'accord. là, dans Ouais, l'exemple. d'accord. Il figure aussi sur la partie de gauche, la menu SAT, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est les Oui, en c'est haut ça. D'accord. de C'est Ok. Ah ouais, ça dans c'est les petits super, hein. nuages. Ouais. D'accord. Ok. Oui, oui. Et Ah, en fait, j'ai cherché des menus avec un poids très, très élevé et j'en trouvais pas trop. Et en fait, c'est vraiment parce qu'il y a pas de. Enfin, je cherchais typiquement un menu avec du bœuf pour montrer que c'était très différent de la d'accord. pizza margarita. Et en fait, j'en ai pas trouvé comme ça facilement. Et donc après, j'ai regardé. Et c'est vrai qu'ils avaient l'air d'avoir vraiment drastiquement diminué la viande rouge, en tout cas. C'est bien, le concept est super intéressant. Mhm. Oui, c'est chouette de pouvoir avoir l'affichage Ok. facilement. Ok. Ok. Merci. Pas de souci. Hop, et un dernier outil qui est un peu différent cette fois, qui est l'outil Kikléo, qui est en fait un outil de mesure, donc qui est plutôt axé gaspillage alimentaire cette fois. Mais je trouvais que c'était intéressant parce que c'est aussi un des axes sur lesquels on peut travailler sur l'empreinte carbone, en fait, en diminuant le gaspillage alimentaire. Donc Kikléo, peut-être que Héloïse, parce que vous l'utilisez, en fait, il y a une expérimentation à la ville de Marseille, pourra compléter si je dis, il me manque une info, mais c'est de la reconnaissance par intelligence artificielle. Donc il y a le mérite de prendre très peu de temps. En fait, le plateau est, donc ça peut être déposé soit à la fin du repas, pris en photo comme sur l'image là, avec pour voir le reste assiette. Et après, c'est de l'intelligence artificielle qui fait le tri, de se dire ah bah ça c'est du reste assiette viande, accompagnement, entrée, dessert, en comparaison avec aussi bah, l'assiette, les proportions de base. Et il peut aussi y avoir de la mesure sur tout ce qui n'est pas servi, tout ce qui ne sort pas de cuisine ou tous les plats entamés qui ne sont pas terminés. Voilà, et ça permet, donc, via cette entrée gaspillage alimentaire plutôt, de travailler sur l'empreinte carbone, mais liée cette fois-ci au gaspillage plutôt qu'au menu. Mais pareil, en fait, de travailler sur le gaspillage de certaines denrées, ça permet de se dire, bon, bah, cette denrée-là, ça passe pas du tout, soit on change la manière de la proposer en menu, ou alors on cherche une alternative. Voilà. Et donc, pareil, ça ressort là des indicateurs, donc à la fois d'empreinte carbone, de coûts économiques évités en réduction, enfin, en réduisant le gaspillage alimentaire. Voilà. Et ça a le mérite du coup d'être pardon, un outil qui prend pour le coup peu de temps, parce qu'il n'y a pas grand-chose à remplir. C'est l'intelligence artificielle qui traite les données. Un outil néanmoins coûteux. Oui, tout à fait, pardon. Voilà. Et bah, Et Héloïse qui consomme peut-être de l'eau et de l'énergie. Oui, 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 bah, il n'y a pas de. mais peut-être Héloïse peut faire un petit retour d'expérience. Je Oui, pense que c'est intéressant Ouais, c'est oui, d'en j'allais dire profiter. complètement. Bah, du coup, à la ville de Marseille, on a 13 établissements équipés de ces outils-là, donc effectivement qui automatisent en fait la mesure du gaspillage alimentaire, enfin, ou les pesées, enfin, ça remplace les pesées, quoi. C'est du passage des plateaux pour les enfants et les gastro pour les agents. Mais effectivement, c'est très coûteux et on a, nous, eu une subvention de l'ADEME pour une partie donc, du coup de ce projet. Et c'est dans ce cadre-là que du coup la fiche Quanti-GES portera. Et bah, c'est aussi à ce niveau-là que finalement les ressources utilisées, que ce soit même la fabrication de ces outils, la consommation électrique, etc., c'est pas dit que ça soit si vertueux versus le gaspillage évité. Mais en tout cas, nous, ça nous permet d'avoir vraiment un retour quotidien, donc des poids de gaspillage donc à l'échelle d'une année complète. Et alors, ça, ce que tu disais, Anna, c'est malheureusement, ça prend pas, enfin, en tout cas, nous, on n'a pas la fonctionnalité par rapport au poids initial du plateau, mais derrière, voilà, c'est des choses après que je calcule, moi, à partir des données qui sont extraites de la plateforme. Mais ça permet, oui, de voir les jours avec du fort gaspillage et sur quel, sur quel type d'aliments majoritairement. Ok, ben merci. Donc ça prend quand même du temps. Oui, finalement c'est automatisé, mais c'est en Oui, tout cas quand même, oui, c'est très coûteux et c'est pas voué à être généralisé sur l'ensemble des établissements. C'est plus, voilà, ouais, ça oui, oui. à
analyse, enfin, ça permet d'aller plus loin, vraiment dans le détail. Et il y a cette petite fonctionnalité, effectivement, impact environnemental qui apparaît sur la plateforme aussi, quoi. Ok. Carla, Oui, donc désolée, je suis pas censée poser des questions, mais non, mais si. c'est hyper intéressant de faire une fiche quantigeste là-dessus parce que aussi sur le territoire de la ville de Paris, c'est une solution qu'ils testent en pilote ou même en déploiement. Donc, je ne sais pas si cette fiche elle a vocation à être ensuite publique ou si c'est simplement dans le cadre de l'appel à projet. Ben, je pense que, enfin, étant donné que, enfin, nous, ce qu'on rend dans le cadre de la convention ADEME, je pense qu'il n'y aura pas de souci à la diffuser Ok. Je derrière. suis intéressée du Enfin, résultat si sur nous, jamais. mais ouais, bien sûr. Oui, a priori, les fiches quanti-GES, après, elles sont publiées sur le site de l'ADEME, donc je pense que... Il me semble pas toutes, parce que les Ah, fiches qui sont publiées sur le site, c'est des recueils de fiches exemples, si je me souviens bien. Donc, elles sont pas toutes publiées, mais peut-être qu'il y a des vagues de publications sur les appels à projets, mais je suis pas sûre que ce soit systématique. ok. Tac. Et après, il y avait un peu ces deux exemples aussi dont je voulais vous parler. Il y a plusieurs projets en cours d'équivalent de Nutri-Score, mais pour des poids environnementaux, qui ont pour avantage d'être très lisibles, notamment pour les convives ou les consommateurs. Mais avec beaucoup de discussions quand même sur les méthodes de calcul, ce que ça prend en compte ou pas. Voilà, et parfois assez peu de lisibilité sur est-ce que ça prend en compte le fait que les produits soient de saison ou pas. Enfin voilà. Donc, comme on disait tout à l'heure, pour les facteurs d'émission, il n'y a pas toujours la possibilité de prendre en compte que un produit soit bio, qu'un produit soit local, de saison. Donc, c'est des outils qui permettraient de communiquer facilement, on va dire. Il y a déjà des restaurants, notamment des restaurants d'entreprise, qui affichent des scores environnementaux à côté de leurs plats. Mais voilà, avec des méthodes de calcul qui sont différentes et en fait avec différentes méthodes de calcul, parfois on n'arrive pas au même score. Voilà, donc c'est un outil qui est intéressant, mais qui est parfois à prendre un peu avec des pincettes. Et il y avait à l'école de commerce HEC en région parisienne, il y avait un professeur qui avait mené une expérimentation avec un prix différencié en fonction du poids carbone des assiettes. Et donc, pendant, je ne sais plus si c'était quelques mois, il y avait eu les assiettes qui pesaient le plus en termes d'environnement, donc typiquement steak frites, coûtaient aussi plus cher que les repas végétariens. Donc, ça pose plein d'autres questions d'équité et tout, mais c'était aussi une idée qui avait été... Enfin, une idée qui est soulevée en tout cas de temps en temps sur comment communiquer et comment faire en sorte que les gens vraiment prennent en compte la dimension environnementale dans le choix de leurs assiettes une fois qu'ils sont face aux options. Voilà. Donc, un peu pour conclure, on a vu qu'il y avait plusieurs outils qui étaient à disposition pour travailler sur la question de l'empreinte carbone des menus et plus généralement aussi sur le gaspillage alimentaire, qui sont assez variés, qui vont des choses très individualisées ou sur une action à des outils un peu plus généraux qui permettent de travailler sur justement tous les aspects de la restauration collective en même temps. Et globalement, des outils qui permettent d'identifier des pistes d'amélioration. Donc, comme je disais, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez travailler, mais vous ne savez pas trop par quel bout le prendre, n'hésitez pas à revenir vers nous. On sera ravis de choisir, enfin, de vous accompagner sur le choix de l'outil ou même si c'est juste une quantification quanti-GES, de la faire avec vous. Je vous ai remis plein de liens, les ressources, les sites internet des solutions dont on a parlé, tous les sites internet qui rassemblent les retours d'expérience de l'ADEME. Voilà, si jamais vous avez des questions encore sur soit les outils, soit
plus généralement. Et si vous avez des retours, du coup, c'est la première fois qu'on évoque ce thème en formation. Donc, c'était un peu une première pour nous. Si vous avez des envies, Héloïse, tout à l'heure, tu parlais de faire des groupes de travail pour remplir ces fiches Quanti-GES. Est-ce qu'il y a des manières de travailler sur cette question-là Est-ce que vous voudriez un atelier en présentiel Voilà, on est aussi preneuse de vos retours sur ce point-là. Oui, sur Aix, je vais en parler avec mes responsables. Et oui, bien sûr, en tout cas, moi, je lève la main. Effectivement, on va vouloir participer à un groupe de travail sur ce sujet parce que il y a plusieurs choses. Là, je vois effectivement c'est révolutionnaire quelque part, hein, c'est une autre façon de faire. Mais effectivement, c'est complètement d'actualité. Il va falloir effectivement s'y pencher, en tout cas sur Aix rapidement, pour pouvoir le maîtriser. Voilà, tout simplement. Hein. Donc oui, si groupe de travail, je lève le doigt. Ouais, super, je note. Merci Stéphanie. Oui, pareil, moi je suis intéressée. Je trouve que c'est aussi plus convivial, quoi, de pouvoir le faire à plusieurs. Après, ce format de webinaire, moi je trouve ça bien quand c'est de la présentation et on va dire de l'échange. Parfois, la logistique pour se déplacer, ça peut. Et encore, moi je suis basée à Marseille, mais voilà, les plus petites communes à l'échelle du PAT, peut-être plus compliqué. Mais voilà, en tout cas, moi je trouve ça super de l'aborder de cette manière-là et ouais, d'unir nos forces. Et peut-être d'avoir votre retour sur donc c'est un thème qui est pas forcément évident à appréhender. Est-ce que vous auriez des conseils ou des retours pour que si d'aventure on refait quelque chose sur ce sujet, on ait plus de communes mobilisées sur la question? Parce que voilà, d'habitude au webinaire, ça dépend du thème, hein, mais il y a souvent plus d'inscrits. Et là, je pense que c'est parce que le thème n'est pas trop accessible. Voilà, est-ce que là, c'est vraiment genre, on vous demande votre avis là-dessus. Est-ce que vous auriez des petits tips à nous donner? Vous pouvez tout dire. Je ne sais pas. Alors, est-ce que par le biais de la coopération métropolitaine, peut-être C'est passé. On a envoyé passé. Et malgré ça, d'accord. Ok, parce que des fois, c'est eux les plus à même. Après, c'est passé un peu ric-rac en termes de date quand même. C'était comme ça, oui, disons, parce que sinon, effectivement, tous les acheteurs publics sont concernés. Donc, en plus, dans le sujet, en fait, voilà, il concerne tous les acheteurs publics. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est d'actualité et tout le monde est un petit peu en recherche d'informations et de solutions qui faciliteraient ces calculs-là. Donc, moi aussi, je suis étonnée de voir si peu de participants. Après, c'est peut-être la date et effectivement le faible. Le fait qu'on n'est pas prévenu trop à l'avance. Ouais, peut-être. Ouais. Auprès des fêtes de Noël, peut-être, non? Ouais, on va directement, mais on peut peut-être relancer sur un concept d'atelier ou quelque chose comme ça pour travailler, échanger entre communes et travailler ensemble et du coup essayer d'embarquer d'autres communes. Et après, je pense qu'effectivement, il faut de toute manière avoir les agents pour le faire, les moyens. Donc, ça s'adresse plutôt à des communes moyennes ou avec des services importants. Après, s'il y a des services développement durable, par exemple, on peut aussi ponter les services ensemble au sein d'une commune, quoi. Ok, merci pour vos peut-être retours. que ça peut faire peur entre guillemets de la technicité que ça implique, quoi. En fait, moi je m'étais dit j'y vais parce que on travaille sur ces sujets et il y a besoin de faire un suivi, mais de l'axer sur sous l'angle vraiment approvisionnement durable et comment après je sais pas trop comment le formuler, mais de préciser que on va pas ouvrir nos tableaux Excel et mesurer l'impact carbone de nos menus. Mais voilà, après, je sais pas si c'est peut-être ça qui a. Peut-être que le terme de bilan carbone est un peu. Est un peu effrayant. Ouais, c'est peut-être plus l'impact climatique. Oui, mais déjà, ok. Oui, c'est vrai. Et puis ça dépend à qui on s'adresse. Parce que quand on en a déjà fait un de bilan carbone, on sait que on préfère le faire le moins souvent possible. Le temps que ça demande. Oui, mais peut-être un truc un peu plus général sur le point environnemental. Ouais.
ou de l'intégrer à... Oui, respectueux de l'environnement et on Oui, aborde cette thématique. ouais. Ouais. Oui, Et voilà. cette empreinte carbone, là, de toute façon, là, je crois, non, c'est ça? Oui, l'empreinte carbone, pareil. C'est Mais c'est pas le bilan, quand même, ça fait un peu moins peur. Tout à fait, ouais. ouais. Oui, On mais a si mis on n'est pas empreinte, dédié, empreinte environnementale, on avait mis, mais même c'est un peu un gros, c'est un peu un Mm. méchant mot quand même, empreinte Et oui, environnementale. quand même, Oui, ça peut ouais, rebuter. si C'est on vrai. n'est pas dédié sur ce sujet, oui, on c'est va ça, peut-être se ouais. dire, ah ben non, je suis moins concernée. Ouais, Ouais. Ok, bon bah merci beaucoup pour vos ouais. retours. Ben, merci en tout cas à vous pour cette Merci. présentation. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Bah, du coup, je vous enverrai le PowerPoint, pardon, et le PowerPoint enfin, sur Éco2 Initiative et Climat Cantine. Voilà, et n'hésitez pas à revenir vers moi si jamais vous avez d'autres questions sur bilan carbone et autres empreintes environnementales. Et si on monte un petit groupe de travail, bah voilà, enfin, de toute façon, on enverra à l'ensemble des communes, mais je note pour déjà Aix et Marseille l'intérêt. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous Merci bien. et À bonne fin de bientôt. journée. À Bon bientôt. après-midi. Au Merci, revoir. au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Toi qui arrête l'enregistrement, du coup, Lison.